Aujourd'hui, au Microbrasseur, on vous fait découvrir un micro-distillateur de la région qui donne d'ailleurs du tonic à votre vie. Avec Jeff Rowe, copropriétaire du Terré du Quai, ici à Bécancour. Jeff, merci. C'est vraiment nice votre lieu de dégustation, l'antre de votre création. Mais justement, comment débute l'histoire avant d'en arriver concrètement à un lieu de production puis vraiment d'imaginaire du gin? Ça débute dans ma tête il y a longtemps, en fait. C'est une idée que j'avais qui me trottait dans la tête depuis 2008, 2009 environ, au moins. Amateur de spiritueux, puis bon, c'est ça. C'est toujours de faire le saut qui est le nerf de la guerre. Puis ça, c'est arrivé en 2018, au moment où je suis venu ici visiter la bâtisse qui était à vendre, qui était à un ami, quelqu'un que je connais, qui était en lien avec le Quai des Brasseurs. Ça a vraiment commencé comme ça, puis tout de suite, l'association avec eux a été immédiate. On s'est très bien entendu rapidement. On tripait sur le même principe d'avoir brasserie distillerie à proximité. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé avec la gang du Quai. Mais tu sais, tu dis, 2008-2009 à 2018, il y a un laps de temps qui se passe, mais moi, j'ai le goût même d'aller avant ça, parce que tu es un musicien, toi, dans la vie. Puis on sait que souvent, alcool et musique, tu sais, on le dit, rock and roll et alcool, des fois, vont ensemble. Est-ce que ça va même aussi de tes spectacles que tu faisais? Tu vois le monde qui sont sur le party, qui sont festifs, puis ça remonte ça aussi loin que ça, la jeunesse et autres? Oui. Plus amateur de musique que musicien. Vraiment musicien très amateur, mais oui, beaucoup de musique dans ma vie tout le temps. Puis oui, il y a toujours un lien entre les deux. C'est un peu pour ça, le Supersonic, en fait. L'idée vient de là, du lien musique et spiritueux, musique et... En fait, c'est moi, prendre un verre, c'est festif, c'est avec des amis, puis c'est avec de la musique. Ça vient vraiment de très loin, comme tu dis. Puis, justement, parce qu'on ouvre la brèche, le Supersonic, qui est votre premier produit que vous lancez dans les années qui découlent après 2018, tu le dis, il y a la musique qui va de pair avec le Supersonic. Parle-moi de cette idée-là. Concrètement, est-ce que ça a même un impact, tu penses, sur ce que, dans le fond, le consommateur va avoir dans son verre, puis l'expérience qu'il va avoir, tu penses? Bien, on pense que oui, jusqu'à un certain point. Je suis pas sûr que c'est décelable, mais on aime bien penser que oui, la musique a un effet sur le produit final. Le Supersonic est très doux, très riche. Fait que, oui. OK. Puis pour façonner un gin comme ça, en plus qui a été louangé à l'international, le Supersonic, le Sophia, on pourra y venir aussi un petit peu plus loin, mais est-ce que tu as suivi une formation? Est-ce qu'on lit des livres, on se documente ou on... Oui, c'est plus de l'intérêt personnel, puis quand même une base là, de savoir un peu ce qu'est la distillation, mais vraiment très basique. Puis au début du projet, avec Émile, qui est un de mes associés, qui est brasseur de l'autre côté, Émile qui est un gars très technique, qui a vraiment beaucoup travaillé sur les recettes et tout ça. On a aussi engagé un consultant au début qui nous a aidé justement sur le côté plus technique de la distillation. Mais sinon, ça a été vraiment du essai-erreur, quoi. Essai-erreur, puis oui, on apprend en le faisant, là, ouais. Parce que ça peut paraître simple pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, selon les plateformes que présentement ils consomment le balado, mais quand même, parle-moi de la production du gin. Ça part de la baie de Genévrier, là, ni plus ni moins, mais par la suite, comment on transforme le tout? Bien, en fait, faire un gin, c'est vraiment pas compliqué. C'est une distillation, c'est un alambic, c'est vieux comme le monde, ce principe-là. C'est très simple. C'est
comme je dis, vraiment facile de faire un gin, c'est vraiment difficile d'en faire un bon. C'est plus ça la nuance. En fait, quand on fait un gin, on utilise tout ce qui est botanique. Donc, ça n'a comme pas de limite, là. Botanique, on s'entend que il y a des milliers de combinaisons possibles d'aromates et d'ingrédients. C'est vraiment ça, c'est le fun de jumeler certains trucs ensemble qui vont faire que le résultat est wow à la fin. Là. Mais si on prend par exemple le Supersonic, qui est un exemple qu'on pourrait démontrer à ceux qui peut-être sont des consommateurs de gin, mais qui ne connaissent pas l'envers du décor. On part comment du point A au point final pour qu'elle donc qu'elle soit dans une bouteille finalement? En fait, on avait quelques idées de recettes au début, puis moi, il y en a une qui me tenait à cœur, c'était une recette en agrumes. Je trouve que les agrumes dans un gin, c'est passe-partout, c'est frais. Fait qu'on est vraiment parti avec ça, la base orange-citron, on a ajouté des feuilles de lime, de kaffir. Puis après ça, ben, on joue avec les autres ingrédients. Là. Un petit peu d'amertume avec des racines, racines d'iris entre autres. Fait que c'est vraiment du essai-erreur, pour vrai. Puis jusqu'au moment où on fait « OK, wow, là, on vient de trouver quelque chose. » Ouais. Puis quand vous avez trouvé la recette, le processus de fabrication là, pour en arriver à produire puis à l'envoyer dans les magasins, points de vente, ça prend combien de temps pour vous aussi, avec par exemple le Supersonic? Ouais. Le Supersonic, c'était un petit peu moins long parce qu'on était pas dans les débuts, mais dans comme la deuxième vague des distilleries qui arrivait. Fait que la SAQ était moins débordée un peu avec les produits québécois qui arrivaient. Donc, ça a pris 2 ou 3 mois environ. Là. Ça a quand même été très rapidement. Là. En ce moment-ci, on sort quelques nouveaux produits depuis un certain temps, puis c'est en moyenne, c'est 6 à 8 mois, là, sortir un produit à la SAQ. Ouais. Puis quand il est dans vos cuves, par exemple, quand vous le transformez dans l'alambic, ça prend quoi, 2 semaines, 3 semaines avant de pouvoir faire tout le procédé puis de le mettre en bouteille? Ou, Non, le Supersonic, si on prend cet exemple-là, c'est environ 7 jours. OK, c'est très rapide. Oui, tu sais, il n'y a pas de fermentation avec du gin. Fait que il y a des périodes de repos, une dilution avec de l'eau distillée, on a une filtration. Fait que ça peut se faire assez rapidement quand même. Puis il faut parler quand même aussi des types de gin parce qu'il y a, entre autres, le Supersonic, c'est du London Dry Gin. Ouais. Pourquoi choisir ce type, par exemple, de gin-là? parce qu'il y en a plusieurs aussi. Ouais. Bien, le London Dry Gin, c'était personnel pour moi. C'est amateur de gin depuis longtemps. Ce que je buvais, surtout, c'était des London Dry Gin. C'est pas mal ce qu'on avait dans les SAQ. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup avant. Donc, un peu vieux jeu aussi, peut-être. C'est vraiment une façon de faire traditionnelle, qui existe vraiment depuis longtemps. C'est ça. C'est vraiment personnel. OK. Ouais. OK. On est quand même loin de la ponce de gin de mon oncle Ouais. Gérard dans le party ou autre, mais quand même, l'essor que prend les distilleries, vous êtes arrivé dans un moment où est-ce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait, mais c'était pas l'explosion qu'on voit depuis 1 an ou 2. Ouais. T'expliques ça comment, toi, cet intérêt grandissant sans cesse pour les distilleries? Bien, c'est l'engouement des gens, entre autres, de découvrir des produits québécois, puis de se rendre compte qu'on est capable de faire ça nous aussi. C'est un peu ce qui est arrivé avec les bières. Je suis pas sûr que ça va faire autant de petits que microbrasserie versus distillerie. C'est quand même assez différent. Les lois et règlements sont vraiment très différentes. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Le gin, qui n'était pas vraiment à la mode il y a 5 ou 6 ans, là, les gens se rendent compte qu'il peut en avoir de vraiment bons. On peut se faire plein de cocktails avec ça. C'est un peu ça le but aussi. Un gin, oui, bon, on peut déguster sur glace et tout ça, mais à la base, c'est vraiment un spiritueux à cocktail. Fait que les possibilités c'est plus grand, là. Sont infinies. C'est là. ça. Ouais. Puis, vous avez un autre produit, le Sophia, qui a une belle histoire, en tout cas, puis qui a gagné également des prix à l'international aussi, dans des, justement, compétitions prestigieuses. Mais raconte-nous tout d'abord l'histoire de ce gin-là, qui n'est pas banal. Bien, Sophia, c'est une toile que j'ai chez moi depuis quelques années déjà, 2016. Une de mes amies, artiste peintre, Evelyne Boutet,
c'est son œuvre. Donc, je l'ai chez moi, je la trouvais magnifique. Mais je trouvais ça dommage qu'il y ait juste nous qui puissions l'avoir, l'admirer. Quand j'ai commencé à penser à ce gin-là, bon, OK, j'ai une petite discussion avec Evelyne. Qu'est-ce que tu dirais de ça si j'utilisais Sophia pour... Puis elle, évidemment, là, était emballée. Ouais. De voir son œuvre sur... sur des bouteilles. Dispersée à travers le Québec. Et on espère... déjà, on a commencé un peu à expédier à travers le monde. Donc, ouais, c'est Evelyne qui vit à Trois-Rivières aussi. Okay. Puis, j'imagine, est-ce que ça a un reflet de sa personnalité? Est-ce que le gin incarne aussi ce qu'elle est? Puis, du même coup, on a pensé aussi à la saveur, aux aromates pour arrimer avec l'étiquette aussi? Oui, c'est ça. Moi, je voyais Sophia, je l'imagine dans la tête comme une femme très douce et très charmante et romantique et classe. En même temps, elle a un petit côté rebelle, puis elle s'en laisse pas imposer. Puis c'est un peu ça le gin, c'est un peu ce qui se passe en bouche. Quand on y goûte sec comme ça, elle est très douce et délicate, la première et deuxième seconde. Puis ensuite, il y a un petit kick qui vient nous rappeler qu'elle a du caractère. Fait que c'est un peu le parallèle avec Sophia, qui était très intéressant. Ouais. Puis aussi, parce qu'on parlait des prix à l'international, entre autres, vous avez remporté, c'est quoi le prix or pour le gin à Londres, dans une grande compétition. Est-ce que ça, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui se voient lauréats de plusieurs médailles, de plusieurs... Est-ce que concrètement, ça apporte des grands bienfaits ou des retombées pour une entreprise comme la vôtre? Ou? Oui. Puis en fait, des concours, il y en a des dizaines. Vous voyez passer sur les réseaux sociaux, et il y a des médailles qui se gagnent à gauche et à droite. Il y a des concours plus sérieux que les autres. Celui de Londres est probablement le plus sérieux, le plus reconnu. Les Anglais sont très connaisseurs de leur gin. Oui, ça vient de là. Les Pays-Bas. Tout à fait, c'est ça, mais quand même, pour être allé à Londres, on comprend, il y a du gin partout. Donc, très critique, très connaisseur, chauvin aussi en même temps. Donc, de revenir de là avec une médaille d'or, c'est un exploit, là. Vraiment, on était très heureux. On a parlé de produits. Jeff, j'ai le goût justement que tu nous les précises, que tu nous les démontres davantage. Alors, on s'en va à la dégustation. Super. Jeff, on a beaucoup parlé des produits. C'est le temps d'y aller, c'est le temps d'attaquer. Oui. Tout d'abord, présente-nous donc les produits, peut-être parce qu'on a beaucoup parlé du Sophia jusqu'à vers moi. Ce Sophia qui s'est démarqué à l'international, peut-être particularité, si tu peux nous le présenter. Oui, en fait, c'est une recette unique. J'ai jamais goûté à quelque chose de semblable. Il y a vraiment des ingrédients particuliers dedans. Puis nos gins sont tous botaniques en passant. C'est que des ingrédients botaniques. Il y en a beaucoup maintenant que c'est avec arôme artificiel. Puis bon, c'est moins charmant un peu. Quel aromate qu'on retrouve là-dedans? Oui, par exemple, on a du Méric Baumier. OK. Qui donne une petite touche subtile boréale vraiment très cool. 3 poivres différents qui donnent son petit côté piquant, très agréable. Petit côté rebelle un peu, là. Côté rebelle de Sophia. Oui. Ensuite, pacane, cannelle, réglisse. Wow. Puis c'est vraiment, comme je disais, des trucs botaniques. La réglisse, c'est vraiment des tranches de l'arbuste. C'est pas des morceaux de réglisse. OK, j'ai pas l'impression d'aller au dépanneur m'acheter des réglisses. Non, c'est ça. Puis, c'est 14 ingrédients en tout. Fait que, souvent, les gens me disent j'aime pas ça la cannelle. Non, ça goûte pas la cannelle ou ça goûte pas la réglisse nécessairement. C'est vraiment l'amalgame des 14 ingrédients qui fait que au final, c'est un wow. Puis, vu la médaille. La médaille, ben oui. Les Anglais ont acquiescé avec nous. Ils ont dit OK, vous avez quelque chose de cool entre les mains. Quand on parle de gin, est-ce qu'il y a, on sait que pour la bière, par exemple, c'est 12 % en bas pour être considéré une bière. Est-ce qu'un gin, il y a un pourcentage d'alcool qui est décliné ou ça n'a aucun... C'est 37 % minimum. Puis le maximum, je ne sais pas, je pourrais pas dire. Mais bon, j'ai jamais vu de gin à 75 % Non, c'est ça. Il y a des Navy Strength qui appellent, qui vont être dans les 57-58 % d'alcool. Ça, c'est plus costaud, là. Ouais, ça commence à être... Ouais, c'est plus rough un peu.
La grande majorité des gins vont être entre 40 et 45 là, environ. Ouais. Puis quand on parle aussi du choix, on a un petit peu parlé de ça dans notre conversation précédemment. Ouais. Par exemple, le dry gin, bon, le London Dry Gin, bien sûr, pour le Supersonic. Ouais. Parle-nous peut-être de ses spécificités, parce qu'il y a plusieurs types de gin, donc peut-être nous parler, est-ce que c'est dans le procédé que ça se démarque? Est-ce que c'est dans certains éléments de la production? Oui, c'est ça. Il y a en fait, plusieurs gins qui sortent dans les derniers temps au Québec qui ne sont pas nécessairement des gins distillés, qui utilisent, comme je disais, des arômes artificiels. Ouais. Bon, nous, on a vraiment de vrais gins distillés. La particularité du London Dry Gin, entre autres, les deux trucs principaux, c'est qu'il y a beaucoup plus de baie de Genièvre. OK. Donc, c'est... Qui est d'ailleurs l'élément de base pour faire un gin. L'élément de base, oui. Fait que c'est plus difficile d'avoir un London Dry Gin qui va se démarquer par ses arômes, vu cette particularité-là, parce qu'il reste juste 10 % pour avoir du fun avec autre chose que le genévrier. Nous, la façon qu'on le fait, notre alambic, etc., nous a permis vraiment d'en faire un excellent, puis beaucoup d'agrumes dans notre gin. Donc, il se démarque vraiment beaucoup là, en tant que London Dry Gin. L'autre truc particulier, c'est qu'il faut que tout se passe pendant la distillation. Okay. On ne peut pas y toucher ni avant ni après, ce que plusieurs font. Donc, c'est vraiment une recette pure, si je peux dire ça comme ça, plus classique. Ouais. Mais c'est une belle porte d'entrée pour ceux qui veulent s'initier au gin, par exemple, quand oui, on veut... parce que les London Dry Gin, c'est les gins recommandés pour la plupart des cocktails les plus classiques. Dont le tonic, là. Ben oui, Tom Collins, Martini. Quand vous allez faire vos recherches pour cocktails sur Google ou peu importe, ils vont recommander de prendre des London Dry Gin pour faire ces recettes de cocktails-là. D'ailleurs, quand on parle de consommer notre gin, il y a, entre autres, des gens qui disent de mettre des gros glaçons le plus possible dans notre verre. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, en fait, la bonne façon de se faire, si on parle d'un gin tonic, oui, c'est le verre, il faut qu'il soit plein de glaçons. Parce qu'en fait, si vous n'avez que 2 ou 3 glaçons dans votre gros verre de gin tonic, ça ne fait aucun effet. Ça va diluer, quoi? Ouais. Ça va juste fondre rapidement, diluer le produit, ça ne refroidira pas, puis ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment avoir un verre plein de glace. Plus la masse de glace est importante, moins la glace va fondre rapidement et il va faire sa job de refroidir le cocktail. C'est un peu ça. Gin tonic, c'est rempli de glace toujours. Puis, toi, tu le prends comment, ton gin, justement? Est-ce que c'est le classique ou tu varies selon les jours, selon les moods? Bon, c'est sûr que c'est le fun. Là. On aime se faire des cocktails à gauche et à droite, faire des essais. On en a plein là, sur notre site Internet à proposer, mais moi, je suis vraiment un fan de gin tonic. Ah ouais? Est-ce que c'est parce que tu vas goûter davantage le gin? Il n'est pas dilué avec d'autres spiritueux ou d'autres... Oui. En fait, c'est une bonne question parce qu'il y a vraiment beaucoup de gin que si on les fait qu'avec du tonic, on va les perdre. C'est vraiment pas le cas de nos gins. Même si on n'utilise que du tonic dans notre cocktail, on voit vraiment la personnalité de nos gins et on les goûte. Ça, c'est vraiment le fun pour ça. Mais oui, c'est ça. Encore une fois, c'est personnel, les goûts. C'est sûr. Mais on a vraiment de super gin pour se faire un bon gin tonic. Je suis tellement d'accord. Je connais les deux. Je suis consommateur, alors je sais, là, je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Mais là, vous avez décidé de diversifier également vos champs de production. Parle-moi de tes 2 autres produits, là. Ceci, qui est notre version fruitée du Supersonic, en fait, on utilise de l'aronia. C'est un petit fruit qui pousse un peu partout au Québec. Il n'y a pas beaucoup de producteurs en ce moment, c'est pas très connu. Okay. Notre producteur à nous vient de Sainte-Eulalie, ici, au centre du Québec. Ah ouais? Mais il y en a, entre autres, à l'île d'Orléans et quelques endroits comme ça. Okay. Donc, on a utilisé notre Supersonic qu'on a fait macérer dans ce fruit, l'aronia, pendant quelques jours. Donc, la couleur est vraiment naturelle, c'est la couleur du fruit. On a ajouté un peu de sucre, un petit peu moins fort en alcool, c'est super magique. Bon, ça. C'est magique. On peut créer quoi comme drink avec ça? À l'infini, ça aussi. C'est très bon en tonic, très bon juste sur glace. C'est fantastique pour vrai. Puis c'est Émile, notre associé brasseur, qui a
joué un peu avec cette recette-là. Ça fait presque un an, en fait, qu'on a parlé de ça la première fois, puis il faisait ses tests de son côté. Après ça, on a fait des tests pour la quantité de sucre et tout ça, puis ouais. C'est quand même plus doux, comme tu disais, là, c'est moins fort. Fait que ceux qui aiment peut-être moins les alcools forts, là, ça peut être une belle porte d'entrée aussi dans vos produits. Là. Puis autre aussi, ici, ma foi... Curaçao. Ouais, Curaçao. Parle-moi-en, s'il te plaît, parce que ça a l'air intriguant. Ça, c'est en fait un partenariat avec Barman Bruno, qui est un de nos amis. Barman Bruno qui fait des sessions cocktails sur le net et tout ça. Donc, on est devenus amis rapidement là, pendant la pandémie. À un moment donné, bon, on fait quelque chose ensemble, quel produit on pourrait faire. Un de ses amis, à lui, a eu l'idée du Curaçao. OK, Eric, mon comparse ici, travaille avec Bruno sur la recette, puis finalement, ça a été un wow très rapide. Là. OK, puis c'est quoi d'ailleurs pour le Curaçao, peut-être, pour expliquer aux gens? C'est une liqueur aux agrumes. À la base, c'est une liqueur à cocktail. C'est 23 % d'alcool. Ce qui est bien avec le nôtre, c'est que non seulement il fait de très bons cocktails, mais on peut vraiment bien le prendre juste comme ça sur glace ou neat. Beaucoup moins sucré. C'est bon. Vraiment moins sucré que ceux qui existent sur le marché. Les Curaçao Blue qu'il y a en ce moment sur le marché, c'est hyper sucré. C'est très sirupeux. C'est vraiment pas le cas du nôtre. Là. Il est vraiment très sec. Donc plus sur les arômes que sur le sucre. Ouais, puis j'en reprendrais. C'est ça, j'ai comme pas l'impression de prendre un alcool. Non, c'est très... C'est vraiment doux, tu sais, quand même. Ouais. Puis, d'ailleurs, tous ces produits-là, parce que, tu sais, quand il est question de gin, quand il est question peut-être de liqueur ou autre, est-ce qu'on peut parler d'accord, mais gin, ou c'est plus réservé comme un apéro pour prendre un gin, où il fait chaud, on est sur la terrasse, on est sur le bord de la piscine? Parce que je sais pas comment tu vois ça, là, mais... Oui, certains s'amusent à faire des accords. Je crois plus que c'est plus un truc d'apéro et de toute la soirée. Socialisation. C'est ça, c'est vraiment un alcool social. C'est en plein ça, c'est un très bon descriptif. Puis, ouais, mais oui, certains cuisinent avec le gin, comme au Quai des Brasseurs, ils font un Gravlax avec notre Supersonic, qui est délicieux. Il y a plusieurs possibilités, mais... Ouais. Personnellement, moi, c'est vraiment quelque chose de festif avec des amis, plus que accord, mais... Que de cuisiner, là, ou autre. Est-ce que vous avez des prochains projets ici? Est-ce que c'est de lancer des nouveaux produits ou pour vous autres, ou les prochaines étapes? Oui, on s'en vient dans les prochains mois avec plein de trucs intéressants. On n'en parle pas encore en ce moment, on garde ça pour nous, mais suivez-nous là, sur nos plateformes, là, réseaux sociaux, puis on vous informe de tout ça là-dessus. Ouais. Un grand merci de nous avoir accueillis, en tout cas. Merci. Bel endroit aussi pour venir déguster, venir aussi s'imprégner de la musique puis de l'ADN de ce que vous êtes, toi puis Eric, entre autres, puis toute ton équipe. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à la Distillerie du Quai. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous invite à découvrir cette magnifique entreprise qui rayonne maintenant à l'international avec ses gins et ses autres spiritueux, soit la Distillerie du Quai. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode, d'ailleurs, du Microbrasseur.